D'abord, laissez-moi vous dire, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous parce que d'abord, je retrouve beaucoup de connaissances. Et puis, bon, évidemment, vous savez que pendant 3 ans, on a eu peu de monde en Chine et malgré tout, malgré cette période Covid, donc finalement, dans les médias français et internationaux, vous avez vu essentiellement les aspects négatifs. J'espère qu'en moins d'une heure, je vais pouvoir vous donner un petit aperçu de ce qu'a fait la Chine. Alors, il fallait prendre un angle et l'angle, c'est ce dont je m'occupe particulièrement à l'ambassade, c'est-à-dire le secteur énergie, pas que nucléaire. Vous verrez que maintenant, on est sur toutes les énergies. Et donc, j'ai décidé de vous présenter la Chine dans sa transition énergétique. Et vous allez voir que c'est quand même... il s'est passé beaucoup de choses en quelques années. Voilà. Donc, avant de parler de cette transition, peut-être quand même quelques éléments macro, parce que les 4 ans de Covid, ça a été difficile pour la Chine. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, beaucoup d'entreprises vraiment impactées. Quand on se balade dans les villes aujourd'hui, il y a des petits commerces qui sont toujours fermés malgré la réouverture, des commerces qui sont restés sur le carreau, beaucoup. Une croissance qui a été quasi nulle en 2021-2022. Bon, et donc ça c'est gênant pour la Chine parce qu'en fait, ils avaient une stratégie de double circulation où il fallait non seulement qu'ils exportent, mais ils comptaient beaucoup sur une croissance interne. Or, cette période de 3 ans a quand même créé du stress au niveau des ménages qui, au lieu de consommer, se sont mis à épargner. Donc ça, c'est un problème pour la Chine. Et ce qui fait que l'année dernière, il y a eu 3% de croissance. Alors 3% en France ou en Europe, c'est pas mal. En Chine, c'est pas assez. Cette année, il prévoit 5% de croissance, mais pour vous donner un des impacts de cette croissance faible en Chine, la tranche d'âge, et je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici, la tranche d'âge des 19-24 ans, il y a 20% de chômage aujourd'hui en Chine. Donc ça, c'est une donnée macro qui est quand même inquiétante. Bon, évidemment, les tensions géopolitiques, c'est pas mon domaine. Un mot quand même, parce que ça va influencer sur ce que je vous dirai après. On parle très peu de la guerre en Ukraine en Chine, c'est pas dans les médias, objectivement. Par contre, les tensions sino-américaines, c'est tous les jours. Tous les jours dans la presse chinoise, il y a un truc, et ils tapent sur les Américains comme les Américains tapent sur les Chinois. Pour autant, quand les Américains parlent de découplage, je n'y crois pas une seconde, parce que quand vous voyez les chiffres ici, le commerce, les exportations de la Chine aux US, c'est plus de 500 milliards de dollars par an, et les importations chinoises de produits américains, c'est 150 milliards. Donc vous voyez que ces deux grandes puissances sont très interconnectées en termes de commerce et de business, et donc le discours de découplage, il faut le prendre avec beaucoup de prudence. C'est pas, à mon avis, c'est pas demain que ça sera fait, et tant mieux, je dirais. Bon, pendant cette période, il y a eu aussi des problèmes, enfin, cette crise un peu mondiale a créé des problèmes d'approvisionnement. Bon, ici, on est bien placé pour le savoir avec le gaz russe. Les Chinois étaient moins impactés, mais par exemple, vous avez vu qu'il y avait eu des coupures des coupures d'électricité à l'été 2022. Ça vient du fait, je vous le montrerai un peu après, qui se repose pas mal sur l'hydroélectricité, et les rivières étaient vraiment à des niveaux très très bas, de sorte qu'ils ne pouvaient plus produire d'hydroélectricité. Et donc, il y a eu des provinces comme ça qui étaient très dépendantes, parce que, évidemment, ça dépend des provinces, mais il y a des provinces qui avaient des coupures d'électricité assez importantes. Une autre chose qui est dans le paysage et qui inquiète pas mal les Chinois, c'est le déclin, entre guillemets, démographique. Donc, vous avez vu qu'en 2022, l'Inde est passée devant la Chine en termes de population. Alors là, ça les a un peu perturbés. Mais quand on regarde ce que nous disent les démographes, ils nous disent 770 millions de personnes à la fin du siècle. C'est quand même la moitié versus 1,5 milliard en Inde. Donc vous voyez que la population chinoise est en train de vieillir. Ils font peu d'enfants, combien j'ai mis 1,15 de coefficient de fécondité. Donc c'est un vrai problème. Et il y a des économistes qui disent qu'aujourd'hui, la Chine sera vieille avant d'être riche. Bon. Et puis, un autre facteur, aujourd'hui, c'est quand même un pays où il y a eu des migrations sur les 30 dernières années vers les villes. Aujourd'hui, il y a 900 millions de citadins. Ce n'est pas sans poser des questions que j'essaye de vous résumer sur cette carte de la Chine. Je ne sais pas s'il y a un pointeur, parce que quelqu'un a-t-il un pointeur? Non. Donc, vous voyez ici la densité de population. Bon, ça, vous le savez, hein, la population chinoise, c'est essentiellement sur les côtes. J'y reviendrai.
parce que, en fait, vous verrez que les immensités non peuplées que sont le Tibet, le Xinjiang, la Mongolie intérieure notamment, ça va impacter leur transition énergétique. En tout état de cause, cette population est vraiment sur la côte. Et il y a une autre fracture aujourd'hui en Chine qui est très claire. C'est cette Chine, j'ai mis la Chine des villes versus la Chine des campagnes. C'est vraiment une vraie fracture. Aujourd'hui, quand on se promène dans les grandes villes, ils ont un niveau de vie qui est presque aussi élevé que le nôtre, je dirais, en moyenne, mais ce n'est pas le cas du tout dans les campagnes. Et donc le gap entre les Chinois riches des villes et les Chinois pauvres des campagnes crée des tensions et des problèmes. Voilà, une dernière photo de la Chine pour vous dire que sur le plan énergétique, d'abord, ça vous le savez, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'est aussi le premier producteur de charbon. C'est le premier importateur de pétrole. Mais c'est aussi le premier investisseur sur les énergies renouvelables. C'est le premier producteur d'énergie décarbonée. C'est le deuxième producteur d'énergie nucléaire derrière les États-Unis, mais devant la France depuis 3 ans. Et il y a plus de 50% des véhicules électriques en circulation dans le monde qui sont en Chine. Voilà pour la photo énergétique. L'enjeu de la transition chinoise. Donc, je vais vous le résumer en 2 slides. C'est assez simple. La première, c'est celle-ci. En jaune, la courbe de consommation d'énergie primaire des États-Unis. En bleu, l'Europe. Ah oui, j'ai oublié de dire sur la slide précédente, excusez-moi, c'est qu'ici, quand on part de la Chine, il faut considérer que c'est un continent. Donc, je vais vous donner pas mal de chiffres dans la présentation. Je ne compare plus la France à la Chine. En général, on le compare à l'Europe parce que sinon, il y a un gap qui est trop important, puisqu'en fait, en superficie, c'est 20 fois la France et à peu près la taille de l'Europe. Et puis, en population, n'en parlons pas, c'est 20 fois la France. Donc, je ferai plus de comparaison avec l'Europe qu'avec la France, et c'est le cas sur cette courbe. Donc, vous voyez qu'à partir des années 2000, je dirais que la consommation d'énergie de l'UE, l'Europe, est restée à peu près constante, voire a décru. Pareil pour les États-Unis. Et vous voyez qu'à partir des années 2005, la courbe en rouge, il y a eu une augmentation phénoménale de la consommation énergétique. Et ça résume le besoin de transition. Quand on regarde ici, 3400 millions de TEP par an, comparé à l'UE 15, ça fait 2,3 fois la consommation de l'Europe en Chine. Ça, c'est le premier problème. Le suivant, et vous le savez aussi, c'est qu'ils ont un mix énergétique excessivement carboné, 83% pour l'énergie, donc 56% de charbon, 18% de pétrole et 9% de gaz. Je vous laisserai ma présentation, évidemment. Et puis, même quand on regarde l'électricité, vous voyez que l'électricité est carbonée à 61%, ce qui est énorme. En plus, la Chine a produit l'année dernière 8850 TWh d'électricité. C'est juste un tiers de la production mondiale d'électricité. Donc un tiers de la production mondiale d'électricité est produite en Chine et elle est carbonée à 60%. Voilà l'enjeu de la transition énergétique de la Chine. Autrement dit, quoi qu'on fasse, si on le fait sans la Chine, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, le charbon, c'est le pilier énergétique de la Chine. C'est ce qui a permis l'explosion économique du pays. Dans les années 2000 à 2015, la Chine mettait en service 1000 MW de centrales à charbon toutes les semaines. Ce n'était pas des centrales d'1 giga, c'était 3 centrales de 300 MW, mais en gros, retenez que la Chine mettait en service chaque semaine l'équivalent d'un réacteur nucléaire, sauf que c'était du charbon. Évidemment, c'est ce qui lui a permis de faire sa montée en puissance en 20 ans, évidemment. Ça continue, le charbon, vous voyez ici les gigawatts installés. La Chine est très loin devant les États-Unis, qui sont 2, et devant l'Inde. Et puis les autres pays, nous on parle de la Pologne en Europe, mais la Pologne, vous la voyez, elle ne représente rien sur cette carte. Donc, en fait, aujourd'hui, le charbon a permis le développement de la Chine, mais c'est aussi leur sécurité. Quand il n'y a plus, à l'été 2022, quand ils ont eu les barrages qui étaient à sec, ils ont remis en service des centrales à charbon, parce qu'en fait, sinon, c'était ça ou plus d'électricité. Pour autant, et je rajoute qu'ils sont assis sur une montagne de charbon. S'ils consomment du charbon, c'est parce qu'ils en ont beaucoup aussi. Hein. Pour autant, il y a une problématique sur le charbon qui est que les coûts mondiaux du charbon ont augmenté avec la crise en Ukraine. Dans le même temps, la Chine régule son prix de l'électricité, ce qui fait que finalement, il y a 2/3 des centrales à charbon qui aujourd'hui fonctionnent en déficit. Donc ça reste un problème.
Voilà, donc, quand on parle de transition énergétique, de quoi on parle? On parle de ça, j'ai passé un peu de temps sur ce diagramme. C'est Xi Jinping qui a déclaré à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2020, à l'automne 2020, il a dit la Chine atteindra le pic des émissions de CO2 en 2030 et la neutralité carbone en 2060. Voilà, retenez ces deux dates, 2030-2060. Alors quand vous voyez, je suis désolé, je n'ai pas de pointeur, quand vous voyez la consommation énergétique de la Chine, c'est les chiffres en bleu, là, 5 milliards de tonnes équivalent charbon, elle va monter jusqu'en 2030 à 5,9, puis ensuite elle va redescendre à 5,5. Donc en gros, la consommation énergétique de la Chine va passer par un maximum en 2030, et puis va légèrement décroître, c'est-à-dire qu'elle va enfin se retrouver dans la situation qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, vous voyez ici le camembert de leur capacité installée. Aujourd'hui, 50% de charbon installé, hein, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait plus que ça de charbon, mais un installé, comme il y en a qui ne fonctionnent pas, ça fait 50%. Et ce à quoi ils veulent arriver, en 2030, c'est un objectif de 1200 gigawatts installés de solaire et éolien, et je vais vous montrer qu'ils vont y arriver. Et en 2060, 80% de leur énergie, de leur capacité installée seront renouvelables. Alors, désolé, je suis au CEA, donc je suis obligé de faire de temps en temps des petits focus nucléaires, et puis vous aussi. Donc la petite barre ici que vous voyez en 2060, rouge, c'est le nucléaire, hein, dans mon diagramme, mais cette petite barre ici, c'est à peu près 230 réacteurs nucléaires. J'étais à une conférence il y a 3 semaines à Pékin, et Spic, qui est le 3e électricien nucléaire, a oublié ce 230 et dit on sera plutôt entre 300 et 400 gigawatts installés. Autrement dit, la Chine aura en 2060 la capacité actuelle mondiale de puissance nucléaire. Je reviendrai dessus. Hein. Voilà, donc la place des renouvelables, donc vous l'avez vu sur le transparent précédent, je vais commencer par les grosses barres de 2060, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, l'hydraulique et puis le nucléaire, qui doivent porter la Chine dans la transition. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont partis sur la transition, la Chine? Non seulement parce qu'ils ont des préoccupations, au début ils sont partis sur des préoccupations de qualité de l'air, puis ensuite d'émissions de gaz à effet de serre, et aujourd'hui en fait, sa transition, et c'est ce pourquoi elle va y arriver, c'est qu'en fait ça va être un accélérateur de leadership pour le pays. Je m'explique. Si vous regardez le solaire, et vous le savez, la Chine domine toute la chaîne de la valeur. Ils vendent du polysilicium jusqu'aux panneaux solaires, en passant par les plaquettes, les cellules. Vous avez ici quelques noms de sociétés chinoises sur le solaire que vous ne connaissez évidemment pas, mais qui sont sur toute la chaîne de la valeur. Et regardez les 2 derniers, il y a 8 des 10 premiers producteurs mondiaux qui sont chinois sur les cellules et sur les panneaux solaires, 8 des 10 premiers qui sont chinois. Donc quand on fait du solaire dans le monde, on aide la Chine à se développer et à aller vers sa transition. Alors, jusqu'où elle peut aller sur le solaire? Une carte ici qui est très importante. Je vous disais tout à l'heure, l'ouest et le nord de la Chine est dépeuplé. Donc en fait, quand vous regardez l'intensité lumineuse, enfin les kilowatts récupérés par, je ne sais pas par quoi, là, en gros c'est par mètre carré, bon, peu importe l'échelle. Ce qui est en violet, donc là où il y en a le plus, bien évidemment c'est le plateau tibétain, on est à 5000 mètres d'altitude, il n'y a pas de route, donc là ils n'en feront rien. Mais par contre, tout le Xinjiang là-haut, au nord-ouest, et tout le nord, la Mongolie intérieure, etc., ce sont des zones très ensoleillées l'hiver, parce qu'un ciel très bleu, il fait très froid, donc c'est bon pour l'efficacité des panneaux solaires, et donc ils sont en train de couvrir toute cette zone-là de panneaux solaires. Alors on parle d'à peu près 5 à 10 fois la France. Hein. Il faut toujours avoir l'idée des échelles. Hein. 5 à 10 fois la France. C'est pareil, alors je croyais que j'avais... Ah oui, donc aujourd'hui la capacité solaire installée, c'est 430 gigawatts. Alors là, je parle des capacités installées. Évidemment, je reviendrai sur l'intermittence et les alternatives. Un facteur de charge moyen de 15%, mais peu importe. Vous avez vu qu'en termes de capacité installée, ils vont passer de 2500 à 7000, donc ils vont multiplier par 3 leur capacité installée pour compenser justement l'intermittence de ces énergies. Sur l'éolien, pareil. Aujourd'hui, 380 gigawatts installés. Ils ont 70% de la chaîne de la valeur mondiale. Les premiers fabricants sont chinois. Je vous en cite un. Aujourd'hui, ils font des éoliennes de 16 à 18 mégawatts. C'est des éoliennes qui font 240 mètres de hauteur. Vous savez que la mer de Chine, c'est pas bon pour leurs sous-marins. Elle n'est pas profonde, mais par contre, c'est très bien pour les éoliennes. Donc, vous voyez ici une photo.
ils alignent. Bon, les Chinois n'aiment pas la mer, ne se baignent pas, et leur mer est pas terrible, en fait, si on compare à la Méditerranée. Bon, bref. Et donc, ils ne sont pas gênés pour mettre des éoliennes en mer. Donc, c'est ce qu'ils font. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils installent 80% des capacités offshore mondiales. Et là encore, donc, non seulement ils l'installent, mais en plus, ça devient compétitif. En 2021, parce que cette énergie est aujourd'hui compétitive, ils ont décidé d'arrêter les aides. Ce qui fait qu'il y a eu la fin des subventions, ce qu'ils appellent le grid parity. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils considèrent que si vous faites de l'éolien, je suis industriel, je veux faire de l'éolien, ben ok, mais vous n'êtes plus aidé. Il y a eu, comme en France, comme en Europe, des aides au départ sur le solaire et l'éolien, plus aujourd'hui. Parce qu'ils ont une industrie qui leur permet d'être efficients. Dernier chiffre, je vais vous en donner beaucoup, je suis désolé, mais aujourd'hui, ils ont 100 usines de montage d'éoliennes. Et ils en construisent 64. Ça veut dire qu'ils sont capables d'installer, ils ont une capacité de production d'éoliennes de 100 gigawatts par an. C'est juste monstrueux. Et pour vous montrer leur perspective de développement, on est en 2022, tout à l'heure je vous ai montré le chiffre, on est à peu près à 300, je sais pas combien, 340 ou 380 gigawatts. Vous voyez qu'en 2030, leur pic d'émission, ils seront à 900 gigawatts. C'est-à-dire qu'ils vont multiplier à peu près par 2,5 leur capacité d'éolien offshore et inland, est toujours au même endroit, c'est-à-dire dans le nord-est et le nord-ouest et le nord de la Chine. Donc ils sont dans cette transition avec un rouleau compresseur industriel et avec une volonté politique évidemment clairement affichée. Quand Xi Jinping a fait cette déclaration en fin 2020, on était en plein Covid, hein, il a déstabilisé, enfin il a surpris à l'international, il a déstabilisé en Chine. Les industriels et les provinces ne s'attendaient pas à ça. Donc il y a eu quelques mois de flottement et puis derrière, comme souvent et je devrais dire comme toujours en Chine, tout l'écosystème s'est aligné, le pouvoir central évidemment, les pouvoirs provinciaux, les industriels, et aujourd'hui, ils sont lancés. Alors, puisque vous êtes des spécialistes, vous savez que si on produit de l'électricité à partir de solaire et d'éolien, on a un problème d'intermittence. Donc, ils vont faire deux choses. La première, ils ont voté dans leur loi l'année dernière le fait que quand vous voulez installer un parc éolien ou un parc solaire, vous avez obligation de développer dans le même temps 10 à 20% de capacité de stockage. Ça tombe bien, ils produisent des batteries, elles ne sont pas chères en Chine, donc vous plantez vos éoliennes, au pied des éoliennes, vous mettez 10% de capacité de batterie. La loi. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 100 gigawatts de projets planifiés ou en construction. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'essentiel de leur capacité de stockage, c'est le hydropumping, c'est-à-dire les stations STEP. Mais demain, ça sera plus ça, ça sera ce qu'ils sont en train d'installer en même temps au pied de leurs panneaux solaires et au pied de leurs éoliennes pour faire du stockage. Bon, il y a la question du stockage, il y a aussi la question de la localisation. Je vous ai dit que la population était essentiellement sur les côtes, qu'ils allaient produire l'électricité dans le nord-ouest. La Chine a aujourd'hui 2 millions de kilomètres de lignes à ultra haute tension. Ils ont les meilleures technologies mondiales, loin devant les Américains. Et donc, vous voyez ici leur projet. Ça, c'est une carte qui est sortie il y a 2 ans dans leur développement de ce qu'ils appellent leur nouveau réseau électrique, qui consiste à amener l'électricité qui sera produite au nord du pays vers les zones plus peuplées de la côte et du centre. Donc, en même temps qu'ils développent massivement le solaire et l'éolien, ils ont fait ce qu'il fallait pour pallier l'intermittence dans une certaine mesure. Bon, l'hydro, c'est... aujourd'hui, il y a 30% des capacités hydrauliques mondiales qui sont chinoises. Vous avez forcément entendu parler du barrage des Trois Gorges, mais je suis sûr que vous n'avez pas entendu parler du barrage de Berrettan. Pourtant, il a été mis en service en 2022, donc il y a 6 mois, et c'est 16 gigawatts. Donc aujourd'hui, la Chine produit des turbines de 1 gigawatt. Ce barrage, il y a 16 turbines, donc des turbines comme nulle part ailleurs. Et voilà, c'est passé inaperçu, et c'est 16 gigawatts, quoi. Et là, ça produit 100% du temps. Et pareil que les Trois Gorges, sur le Yangtze. Donc, en fait, je voulais venir sur ce point justement. Donc, il y a 3 provinces principalement qui font de l'hydroélectricité. En fait, je vous l'ai dit, le Tibet, autant on ne pourra pas mettre de panneaux solaires au Tibet, autant il y a l'eau vient du Tibet, donc les grands fleuves viennent du Tibet. Donc, vous voyez ici qu'aujourd'hui, ce qui est installé, c'est les petits bargrammes en violet.
c'est essentiellement le Yunnan dans le sud, le Sichuan, et puis le Hebei un peu plus haut. Mais par contre, en termes de capacité, de possibilité, c'est les barres en bleu. Et vous voyez qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir tirer en hydroélectricité, et c'est énorme dans le Tibet, dans le Yunnan encore, et dans le Sichuan. En fait, les fleuves partent du Tibet et viennent arroser le Yunnan ou le Sichuan, ou les deux parfois, et vont se jeter au niveau de Shanghai ou un peu au-dessus. Donc, ils ont aujourd'hui presque 10% d'hydroélectricité et ils vont continuer d'en mettre en service. Et ce qui est important pour leur horizon de neutralité carbone en 2060, c'est qu'ils ont encore d'énormes capacités non exploitées dans des zones, désertiques non peuplées, puisque le Tibet, il n'y a personne. Hein. Et ça va être 3 fois la France, à peu près. Voilà. Un petit point sur le nucléaire. Donc, la première chose que je voulais souligner, c'est que, leur parc est très jeune. Hein. En 2001, ils avaient seulement 3 réacteurs en fonctionnement. Et aujourd'hui, là, vous voyez une courbe de montée en puissance. Ça, c'est la mise en service de leurs réacteurs. Ils ont fait à peu près ce qu'a fait la France dans les années 80, rapidement. Sauf qu'en Chine, ils ont développé toutes les technologies, à savoir, je les ai listées ici, le Hualong, qui est le réacteur chinois de 3e génération. Ils ont 2 EPR, ils ont des VVER 1200 de technologie russe, ils ont des AP1000 de technologie américaine et ils ont des CAP 1400 et CAP 1000 qui sont des réacteurs sinisés du réacteur américain, mais 100% chinois aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, quand je vous disais que le nucléaire, c'est comme l'éolien, c'est comme le solaire, ça avance à toute allure, et j'ai essayé de vous le dire ici, pendant les 4 ans de Covid, en gros, de 2019 à 2020, ils ont ouvert 6 sites nucléaires sur 20. Ils sont passés de 14 à 20. 6 sites qui sont ici en bleu foncé, donc vous voyez, c'est des sites sur lesquels il n'y a que des réacteurs, soit en construction, soit en projet. Ça... Alors, je vais y venir après. Là, aujourd'hui, ils ont 20 sites nucléaires. Ça permet, compte tenu des capacités que l'on peut construire sur ces sites, c'est une capacité de 129 réacteurs nucléaires. Donc aujourd'hui, ils ont les sites viabilisés avec les lignes électriques pour faire 129 réacteurs. Donc les 230 mini et les 300 que je vous disais tout à l'heure, ils vont être construits en Chine. Ils vont être construits principalement avec ce réacteur, le Hualong 1, qui est un réacteur 100% de conception chinoise, dérivé du réacteur français, je le précise quand même, 1150 MW, donc on est dans une puissance assez traditionnelle, durée de vie de 60 ans. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques techniques. Sûreté passive et active, donc c'est vraiment un réacteur de 3e génération, à ceci près qui fait de la rétention de corium en cuve. Voilà. 90, une petite aparté pour nos industriels français. 90% de technologies et de composants chinois, ça veut dire qu'il reste 10% de composants étrangers. Donc quand on ne construit plus des EPR en Chine, et je connais Velan par exemple, ou Bernard Control. Bernard Control vend des équipements en Chine. Le PDG a décidé, et français, hein, c'est une boîte familiale française, le PDG s'est installé à Pékin, il fait 90% de son chiffre d'affaires avec les réacteurs nucléaires chinois. Sauf que c'est en dessous des radars. On ne le voit pas parce que ce n'est pas un réacteur chinois, mais il installe des équipements sur les réacteurs chinois qui... Aujourd'hui, je vous l'ai mis sur la slide précédente, il y a 24 réacteurs en construction en Chine. 24 ou 22, combien j'ai dit 24, oui, c'est ça. 24 réacteurs. Donc, vous voyez, sur ce gros gâteau qui est le marché chinois des réacteurs nucléaires, même si les compagnies françaises, ou américaines d'ailleurs, hein, ont que 10%, ça fait plus de business que ce qu'il y a en France. C'est clair. J'arrête là sur le nucléaire. Non, une dernière slide pour vous dire qu'en fait, ils ont une politique très offensive à l'étranger. Bon, vous le savez, ils ont déjà mis en service 2 Hualong chinois au Pakistan. Ils ont certifié leurs réacteurs en Grande-Bretagne, le General Design Assessment, c'est un partenariat entre EDF et CGN. Et puis ils ont signé en février, donc il y a 2022, il y a un peu plus d'1 an, un partenariat avec la Chine où ils vont leur construire des réacteurs. Un partenariat avec l'Argentine, pardon. Et là, c'est un truc clé en main. Ils arrivent, ils leur fournissent le réacteur et le crédit. Et donc aujourd'hui, ils sont en discussion pour savoir si les Chinois vont leur donner 80% du crédit pour construire le réacteur ou 100%. Mais en gros, le débat, il est là.
Voilà. Et puis ils ont aussi des prospects en Thaïlande, au Kazakhstan, et grosso modo, je dirais, dans tout ce qu'on appelle la BRI, les routes de la soie technologiques de la Chine. Alors, c'est bien beau de décarboner l'électricité dont je vous ai dit qu'elle était produite à partir de charbon aujourd'hui avec donc du solaire, du vent, de l'hydraulique et du nucléaire, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour la neutralité carbone, et ça, je vais vous l'expliquer avec ce petit camembert, qui est très différent en Chine et en France, vous voyez. Donc, je vous l'ai dit, donc là, l'énergie, c'est 58% en France, en Chine, pardon, 10% de production de GES sur la France. Vous voyez que l'industrie en Chine, c'est 38% des émissions de gaz à effet de serre. En France, l'industrie, c'est que 18%. Bah oui, on a moins d'usines qu'en Chine, en pourcentage évidemment. Nous, les transports, c'est un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. En Chine, c'est que 8%. Il faut quand même se poser la question de l'avenir aussi. Et puis derrière, vous voyez, il y a les bâtiments. En Chine, c'est que 5%. Alors que chez nous, c'est 18%. Donc le camembert de consommation d'énergie n'est pas le même en Chine et en France. Tout ça s'explique, hein. Je l'ai expliqué sur l'industrie. Sur les bâtiments, c'est pareil. Le sud de la Chine, ils ont tracé une ligne qui part comme ça, là, en diagonale entre le nord-est et le sud-ouest. Et tout ce qui est en dessous, il n'y a pas de chauffage. Voilà. Donc forcément, on consomme moins pour le chauffage. Malgré tout, donc je vais vous montrer comment ils vont décarboner ces secteurs-là. Donc je vous ai parlé de l'énergie. L'industrie maintenant. L'industrie, en fait, ils vont décarboner leur industrie, et ça rejoint la question précédente, avec des SMR. J'ai fait une conférence à la SFEN, d'ailleurs ST7, il y a 1 an, donc si vous voulez en savoir plus sur les SMR en Chine, je vous renvoie à ma présentation d'il y a à peu près 1 an. En fait, ils ont un avantage, c'est l'immensité de leur pays, et puis le fait qu'il y a des endroits où et des énormes potentialités de déploiement. Donc, quand vous regardez la Chine, dans le Xinjiang, là-bas, ce qui est en violet, c'est des zones reculées, peu peuplées, peu développées, et les SMR peuvent servir là, parce qu'en fait, il n'y a pas des réseaux de très haute tension qui permettent de mettre des réacteurs de puissance. Dans le nord de la Chine, j'y reviendrai, ils vont faire du chauffage urbain nucléaire. Mais surtout, ils vont servir des SMR dans cette tache noire que vous voyez au centre de la Chine, qui est la zone vraiment très industrielle de la Chine. Et donc là, l'idée, c'est clairement, autour de leurs bassins industriels, qui sont énormes, de remplacer les centrales à charbon par des SMR, en fournissant de la vapeur haute température ou de l'électricité, enfin tout ce que ça va fournir les SMR. Donc, ils ont un marché énorme. La Chine produit aujourd'hui 54% de l'acier mondial. Le numéro 2, ça doit être l'Inde à 6%, et après les autres, c'est peanuts. Donc, décarboner leur industrie, ils ont tout de suite vu ce que ça voulait dire et l'importance du truc. Donc aujourd'hui, sur les SMR, je ne veux pas vous en dire trop là-dessus, mais ils développent toutes les gammes de SMR. Small Modular Reactor. Ce sont des petits réacteurs de, allez, on va dire, pour la Chine, entre 50 MW et 400 MW thermiques. Pour les 400 MW. Donc parce qu'ils vont faire des réacteurs qui savent faire de la chaleur et de l'électricité, puis il y en a d'autres qui vont dédier à remplacer les centrales à charbon, et donc ils seront thermiques. Donc ils ont des 200 MW thermiques et des 400 MW thermiques, par exemple. Donc en fait, ils ont toute une gamme de SMR qui vont des plus conventionnels, du réacteur à eau miniaturisé, jusqu'au truc le plus innovant, comme les SMR à sel fondu. Les SMR à sel fondu, ils vont démarrer un réacteur de 2 MW dans le Gansu, au nord-est de la Chine, dans les semaines qui viennent. Et ils ont fait toutes les études amont de corrosion, etc., etc. Je vais juste focaliser sur les SMR, parce que là, ma slide suivante, il y en a un qui est en construction, donc vous verrez. Mais en fait, là, leur idée, c'est pas de faire de la R&D, Non, c'est de remplacer les centrales à charbon. Donc, pour remplacer une centrale à charbon par un réacteur nucléaire, il faut que ce soit simple, pas cher, parce que le charbon, je vous ai dit, c'est pas forcément très cher, et directement utilisable. Donc, ils sont en train d'en faire. Et l'idée qu'ils ont aussi derrière la tête, c'est évidemment d'attaquer les marchés à l'étranger. Et donc, quand vous avez vu le premier déplacement le premier déplacement de Xi Jinping après le Covid, c'était Kazakhstan et les pays autour. C'est clairement, et même le Moyen-Orient, c'est clairement des pays avec lesquels la Chine aujourd'hui entretient des relations politiques de très haut niveau, et ils vont déployer leurs réacteurs pour dessaler de l'eau de mer dans des pays qui ont que du sable et de l'eau de mer, quoi, pour faire simple, et du pétrole. Voilà, donc clairement, ils vont arriver avec des SMR qui seront pas chers
et qui vont arriver, qui vont installer dans les pays comme ils installent les gros réacteurs en Argentine. Donc je vous donne un exemple de, là c'est l'ACP100, donc A100 c'est pour 100 MW. Ma photo est un peu ancienne, celle-ci. Le radier est fini depuis longtemps, il monte le béton. Bon, nous en France, cette étape-là c'est pour dans 20 ans. Donc quand je vois le retard qu'ils ont rattrapé sur les réacteurs de deuxième et troisième génération, ils sont partis 20 ans après nous, là ils partent 20 ans avant nous. Donc je pense que le marché international des SMR sera pour la Chine. Mais c'est qu'un avis personnel. Et celui-ci, il est en construction sur un site nucléaire où il y a aussi 2 Roilong en construction et où il y a 2 CNP 600 en fonctionnement. Donc ça veut dire que derrière, ils ont toute l'infrastructure qui est déjà là, l'ingénierie, le machin, les lignes électriques, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très réfléchi. Bon, ici, pour vous dire que le réacteur à gaz, c'était dans la deuxième catégorie, il fonctionne depuis novembre 2021 à pleine puissance. Il n'est pas très innovant, hein, c'est un réacteur à boulet de technologie allemande. Mais bref, ça fonctionne et comme une horloge. Et ça, donc celui-ci, il fait 200, que je ne dise pas de bêtises, 210 MW électriques, je crois. Oui, c'est ça, 210 MW électriques. C'est deux unités couplées de 250 MW thermiques. Et l'étape ultérieure, vous voyez, c'est un 600 MW à gaz. Pour toucher à d'autres besoins industriels. Donc je viens de vous montrer comment, avec les SMR, ils allaient décarboner l'industrie. On va passer au bâtiment. Alors là, j'ai été complètement... c'est une centrale que j'ai visitée il y a 3 semaines. Au fond, là-bas, c'est 2 AP1000, donc des réacteurs américains. Sur ce site-là, bientôt, il y aura 8 réacteurs. Et donc, ils ont dit, donc on est plutôt dans le nord de la Chine, et donc ils ont dit, on va produire de la chaleur nucléaire pour chauffer les maisons. Ils ont mené le projet étude, dossier de sûreté, réalisation, mise en fonctionnement en 18 mois. Je redis, en 18 mois. Il me manque le pointeur. Vous voyez le gros bâtiment réacteur, il y a un petit truc, une petite verrue à coller. C'est ici l'échangeur thermique eau-vapeur. Donc en fait, c'est là qu'ils font l'échange eau-vapeur. Alors comment ils ont fait pour faire ça aussi rapidement? Je vous ai dit que c'était un réacteur américain. Ils ont mis autour de la table les Américains qui sont concepteurs du réacteur, les Japonais qui étaient concepteurs de la chaudière, l'exploitant qui était chinois et l'autorité de sûreté qui n'avait jamais vu ça. Ils ont mis tout le monde autour de la table, ils ont discuté, travaillé et ils ont sorti les dossiers en 6 mois. Une fois qu'ils ont ce truc-là, vous voyez le tuyau qui passe ici et qui arrive dans ce bâtiment ici. Là, ça je l'ai visité, il y a une dizaine d'échangeurs, c'est ce qu'on appelle le relais de chaleur. C'est juste pour sortir du site. Donc là, il y a un échangeur, et puis bon, c'est des trucs, on peut pas aller direct. Et à partir de là, on sort du site, et ils ont tiré des tuyaux qui arrivent derrière en sous-station au niveau de la ville. Alors ils avaient un avantage en Chine, c'est qu'ils ont le chauffage, ils ont du chauffage central. Donc ils ont essentiellement des immeubles de 20 à 30 étages, déjà en chauffage central. Et donc ce qu'ils ont fait, ben, ils débranchent les centrales à charbon, et ils branchent le tuyau du nucléaire. En 18 mois. Quand ils sortent de la centrale, donc c'est juste ici, ils ont passé le bébé à la municipalité, un accord avec les municipalités, ils ont associé la population locale. Là, grâce à ça, ils ont arrêté 12 centrales à charbon, donc les gens, ils n'avaient plus le ciel gris, et ils ont baissé le coût du chauffage de 21 RMB par kilowatt à 20 RMB, peu, mais ils l'ont baissé, et pour un Chinois, quand c'est moins cher, ça compte. Et donc voilà, ils ont arrêté 12 centrales à charbon et ils ont produit de la chaleur. Voilà. Donc ils ont gardé les centrales à charbon, ils n'ont pas démonté en backup, mais pour l'instant, il n'y a que cette première tranche qui fonctionne. Il n'y a que 1 million de foyers chauffés. Je vais vous montrer, en fait, le projet, c'est dans la péninsule Tsingtao, pardon, je l'ai écrit à la chinoise, c'est Tsingtao, c'est la bière. Il y en a plein qui connaissent, c'était une ville allemande ici. Donc toute cette péninsule va être chauffée à l'énergie nucléaire. Donc vous voyez, la phase 1, c'était très peu, la phase 2, et puis la phase 3 sera mise en service d'ici la fin de l'année. Et en fait, comme je vous le disais, derrière, il y a 8 centrales. Ils vont connecter les 8 centrales au chauffage, ils vont chauffer toute la péninsule au chauffage urbain nucléaire, et un réacteur faisant la backup de l'autre. L'exploitant nucléaire a dit « je veux bien faire ça, je ne veux aucune contrainte sur l'exploitation et aucune contrainte sur la sûreté ». C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont limité le prélèvement de vapeur à la chaudière à moins de 10%. Bien sûr, ils perdent en rendement électrique,
3 à 4 %, mais comme ils gagnent en chauffage par la vapeur, globalement, le rendement de la centrale est plus important. Ça, il y a plein de physiciens dans la salle, pas besoin de vous expliquer. Et donc, globalement, la centrale gagne encore plus d'argent. Donc, la centrale gagne plus d'argent et ils ont décarboné comme ça le secteur des bâtiments. Moi, je les ai visités il y a 3 semaines et ils m'ont dit les visites, ça n'arrête pas, y compris d'autres électriciens chinois, parce qu'en Chine, il y a 4 électriciens nucléaires, mais ils sont tous copains, ils sont concurrents, mais copains, et donc les autres viennent voir ce qu'ils ont fait et vont faire la même chose, à la vitesse chinoise, évidemment. Dernier secteur pour finir de vous faire peur, les transports. Donc, ils vont décarboner les transports. Alors là, c'est simple. Les véhicules électriques en Chine, donc une fois qu'ils auront une électricité non carbonée, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est 4 millions de véhicules vendus en Chine, plus 60% par rapport à 2021. Ils ont, je vous donne quelques chiffres, 14 millions de véhicules en circulation, 50% du parc mondial, je vous l'ai dit. 2,5 millions de bornes de recharge, plus 100% tous les ans. Ça tombe bien parce que les batteries, il n'y a que les Chinois qui en font, enfin, plus exactement 79% des batteries. Et le dernier chiffre pour vous faire peur, le prix d'entrée d'un véhicule électrique en Chine, c'est 6 500 $. J'ai lu dans les Échos il y a 3 semaines que le véhicule électrique chinois allait arriver en Europe à 11 000 €. Donc malgré, quand vous voyez les débats récents de la prime de 6 000 € que l'on va réserver aux constructeurs européens, les Chinois ils s'en foutent parce que vous ajoutez ou vous enlevez 6 000 € à nos véhicules qui sont vendus 30 000, à côté du véhicule à 10 000 chinois, ça sera vite vu. Et je rajoute qu'ils n'ont pas fait la même erreur que les Japonais il y a 40 ans. Ils ont pris des designers italiens, ils achètent des composants qu'ils n'ont pas aux Américains et ils produisent chez eux. Donc ce sont, moi j'en vois tous les matins dans Pékin, ce sont des véhicules, je peux vous dire, qu'on a envie de conduire. Voilà, donc, et vous voyez ici les principaux constructeurs, ils sont tous, les 10 premiers fabricants de véhicules électriques en Chine, ils sont tous chinois évidemment, sauf Tesla qui est en numéro 3. Et la barre bleue, c'est ce qu'ils ont produit en 2022. La barre rouge, c'est ce qu'ils ont produit au premier trimestre 2023. Et vous voyez que la barre rouge de BYD, qui est le premier, est supérieure. Et donc, ça va augmenter. BYD va faire plus 30% cette année de véhicules électriques. Alors, ils n'ont pas que l'électrique, ils ont aussi l'hydrogène, notamment pour les bus. Ils misent ça sur les camions et les bus. Et ils ont 5 hubs de R&D et de développement d'hydrogène. Ils ne partent pas comme nous, les Chinois, sur l'hydrogène. Ils ont dit d'abord, on crée le besoin, ensuite on verdit notre hydrogène. Nous, on fait l'inverse. Bon, chacun sa méthode. Donc, en fait, ils sont en train de mettre au point les réservoirs, de mettre des bus à hydrogène, etc., etc. Des bus qui, aujourd'hui, fonctionnent à de l'hydrogène, qui est évidemment gris, puisque c'est produit par des hydrocarbures. Mais donc, d'abord, ils créent le besoin, et ensuite, ils verdiront l'hydrogène avec les panneaux solaires et les éoliennes. Voilà, vous voyez, BYD ici a triplé ses ventes en 2021 de véhicules électriques. Donc clairement, dans ces domaines-là, on est en compétition avec la Chine plus qu'en coopération. Voilà, une autre transparence sur l'hydrogène que je passe. Alors, qui dit transition énergétique et neutralité carbone, il faut faire des puits de carbone. Donc là encore, quelques chiffres qui sont assez impressionnants, je trouve. Ils ont décidé de créer ce qu'ils appellent la Grande Muraille Verte, c'est ce trait rouge, j'aurais pu le faire en vert, ça aurait été plus parlant. Ils ont planté 66 milliards d'arbres. Et ils ont décidé d'ici, dans les 10 prochaines années, ils vont en planter 20 autres milliards d'arbres. C'est une pierre deux coups. Un, ils font des puits de carbone. Et deux, ces arbres leur permettent de fixer les sables et d'éviter et d'arrêter les tempêtes qui arrivent de Mongolie l'hiver, enfin au mois de mars, et qui viennent jusqu'à Pékin et qui font des ciels orange. Donc une pierre deux coups. Ils capturent du carbone et ils évitent les ciels, voilà. Donc ils sont à fond sur replanter les arbres. Et quand je vous donne des milliards d'arbres, c'est pas rien parce que vous voyez, entre 49 et aujourd'hui, ils sont passés, la couverture forestière est passée de 10% à 25%, c'est énorme. Quand vous savez que c'est 20 fois la France, gagner 15% en couverture arbre forestière, c'est juste incroyable. Non seulement ils plantent des arbres, mais ils vont faire aussi de la capture. Parce que je vous disais qu'ils allaient petit à petit arrêter le charbon. Mais ce qu'ils vont faire avant d'arrêter le charbon, c'est capturer le CO2. Donc ça s'appelle le CCUS,
pour carbon capture, utilisation et storage. Donc en fait, ils ont une quarantaine de projets en Chine où tout simplement à la cheminée des centrales à charbon, ils captent le CO2 et ensuite, une chance, dans leur territoire immense, ils ont des cavités et ils vont mettre ça en cavité. Une petite carte là ici pour vous montrer les projets. Vous voyez, il y a des projets partout. Tout ça, c'est des projets, bon, c'est pas lisible mon truc, mon transparent, mais donc là, ils ont connecté, j'arrive à lire moi, une cimenterie, une centrale électrique, etc., etc., une usine pétrochimique. Voilà, donc sur tous ces centres-là, ils prennent les gaz à la sortie de la cheminée, ils capturent le CO2. Voilà, alors est-ce qu'ils sont dans une vision long terme au-delà de 2060? Oui. Cette vision, elle n'a pas changé depuis 1983, c'est toujours la même, en 3 étapes. 1, les réacteurs à eau, et je vous ai montré à quel point ils en développaient. 2, les réacteurs rapides, et là je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle, en fait les réacteurs rapides, ils viendront en complément des réacteurs à eau, principalement pour des histoires de cycle de plutonium et d'utilisation des ressources. L'utilisation des ressources en Chine, c'est une vraie problématique et un vrai débat. Bon, en Europe, on dit qu'ils font main basse sur les ressources, c'est en partie vrai, notamment en Afrique, en Amérique latine. Mais ils ont aussi le souci de recycler. Vous avez vu qu'ils ont signé un contrat d'une usine de recyclage avec Orano dans les Hauts-de-France. Ils amènent la techno, ils investissent 1,3 milliard d'euros et ils vont faire une usine de recyclage de batteries avec Orano qui est connu pour dans le recyclage. Et au-delà des neutrons rapides, ils sont sur la fusion. Donc on recevait le patron du nucléaire chinois il y a 10 jours ici, à Cadarache et à ITER. Il est allé à ITER, il a vu le DG, il a dit nous, Chine, on produit dans les coûts, dans les délais et dans les spécifications les composants que l'on avait à produire sur ITER. Petit clin d'œil à leurs copains coréens. 2, on peut en faire plus et on est à votre disposition pour en faire plus. Et 3, tout ce que l'on fait sur ITER, on va le rapatrier chez nous et ça va nous servir à faire les étapes suivantes. Donc je vous ai mis juste ici... Ah non, j'ai pas le transparent, j'ai pas le bon. Si, voilà ici. Ça, c'est la courbe de développement de la fusion en Chine. ITER, il est là. Et vous voyez, tout le reste, c'est chinois, dans leur plan. Donc, ils ont une vision bien au-delà d'ITER. Et ce sera, à mon avis, les seuls qui vont y arriver parce qu'ils mettent des moyens très considérables. Une petite photo. La belle image là-haut, je l'ai visité il y a 1 mois et demi. C'était un champ, là, il y a 3 ans, avant le Covid. La ville est arrivée, a dit, c'est le hub c'est à Refait, c'est le hub de ASIP, qui est un institut de recherche sur la fusion. La ville a dit, écoutez, je vous donne 1,3 milliard de dollars. Ils ont fait 12 hangars. Dans chaque hangar, on met 2 Airbus, à peu près. Et là-dedans, ils sont en train de développer et de construire des composants pour leur future étape de ce qui viendra après ITER en Chine. Voilà, je crois que j'arrive à la fin. Je ne vais pas vous parler de numérique, d'intelligence artificielle, mais c'est pareil. Ils sont sur les réseaux intelligents parce que l'intermittence obligera à tout cela, les smart cities, etc. Bon, voilà, ils vont à une vitesse phénoménale dans ces domaines-là, parce qu'en plus, il n'y a même pas d'usine, quoi. Donc, quand nous, on s'interroge encore sur la 5G, eux préparent la 7G. J'ai visité le labo de recherche de Huawei à Shanghai, c'est juste hallucinant. C'est bluffant. Donc, dans les rues chinoises, mais ça, vous le savez, il y a des caméras partout, de la 5G partout, et donc le véhicule autonome chez eux, c'est pour demain. Les data, ils ont des data, ils en ont comme personne d'autre. Donc, en plus, ils font vous savez, le e-learning, enfin l'auto-learning, là, tout ça, machin, qui nécessite des data. Là aussi, ils avancent très, 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 très vite. Donc voilà, une conclusion, si je peux en faire une, et puis je serai heureux de reprendre vos questions. 1, la Chine, vous l'avez vu, j'espère, est entrée résolument dans sa transition énergétique. Je suis à peu près certain qu'ils tiendront l'échéance de 2060. Je ne suis pas sûr que l'Europe tienne l'échéance de 2050. Pour elle, je vous l'ai dit, ils ne font pas ça que parce qu'on leur a dit qu'il fallait plus rejeter de CO2. Ils font ça parce que c'est un accélérateur de leadership. Sur le hard, évidemment, parce qu'ils ont toute l'industrie mondiale. Et puis, vous avez vu qu'ils avaient toute la chaîne du solaire, de l'éolien, du nucléaire, des SMR, des véhicules électriques, etc., etc., etc. Et sur le soft, sur le numérique, le big data, l'intelligence artificielle, c'est pareil.
Bon, alors une conclusion, mais qui était plus destinée à ma conférence de ce midi à Cadarache, qui était comment collaborer avec la Chine. Parce que quand on voit ça, les gens disent « Ouais, mais maintenant je fais quoi ?» Donc, d'abord, vous dire que la France est reconnue en Chine. Elle est reconnue parce qu'on a les mêmes objectifs de transition énergétique que la Chine. On a la même vision, notamment aujourd'hui, sur le nucléaire, d'un nucléaire qui participe à cette transition. Ça, ils apprécient. Ils savent que l'on a une expertise. On avait la semaine dernière encore un petit groupe de Chinois en formation au LECA. Et puis, il y a l'historique de notre coopération. En 40 ans, on a fêté à Pékin en mars dernier les 40 ans de notre coopération. En Chine, l'amitié, ça compte. Et donc, quand on a 40 ans de coopération, au début, je ne comprenais pas, me rabâcher les 40 ans, mais non, maintenant, j'ai compris. C'est quand il y a un passé de travail ensemble et c'est très important pour eux. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a moyen de faire des choses avec la Chine. Se découpler, alors là je fais référence au positionnement américain, se découpler serait une erreur funeste. Entre guillemets, c'est pas de moi, c'est d'Emmanuel Macron quand il est venu en Chine. Il a dit clairement, je ne m'aligne pas sur les États-Unis. C'est un pays incontournable, notamment pour nos objectifs climatiques. Donc non, il faut continuer à travailler avec la Chine. Et en tout cas, il a dit, se découpler serait funeste, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, de choses graves. Ne pas être naïf, il l'a dit aussi, ça c'est clair, on n'est plus naïf maintenant. On n'est plus dans l'accompagnement non plus. Certains d'entre vous ont connu l'époque où on accueillait des wagons entiers de stagiaires chinois, on n'est plus du tout là-dedans. Moi, pour y vivre, je peux vous dire qu'on n'a plus rien à leur apprendre, ça c'est sûr, mais il faut plutôt qu'on s'interroge sur ce qu'on pourrait gagner en allant là-bas. Donc ne pas être dans l'accompagnement et dans le win-win, et pas être dans le win-win 2 fois pour les Chinois. Non, maintenant, il faut qu'on aille sur certains sites. Donc la politique, c'est de dire au coup par coup, et on identifie les endroits où on peut apprendre. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Voilà. Et puis, dernier point, parce qu'on sait qu'il y a quand même un contexte géopolitique compliqué, il faut viser des retours sur investissement assez courts. On ne peut plus partir sur des projets à 20 ans, mais il y a de quoi faire. Quand je vous disais qu'ils ont mis leur chauffage nucléaire urbain en fonctionnement en 18 mois, quand j'ai visité cette centrale, il y avait une équipe de 10 personnes d'EDF avec moi qui essaye de récupérer du savoir pour peut-être un jour faire la même chose en France. Voilà, je crois que c'était ma dernière slide. Je vous remercie infiniment pour votre attention.